Bonjour à tous et tout d'abord tous nos meilleurs voeux de santé et bonheur pour vous et vos proches pour cette nouvelle année. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier petit déjeuner d'innovation 2021 en format webinaire. Donc nous réattaquons cette année sur ce format-là, en espérant que nous aurons l'occasion rapidement de pouvoir nous revoir en présentiel. Donc, nous avons décidé, comme chaque année, de vous proposer un programme de réunions d'information qui auront lieu tous les premiers mardis du mois pour essayer de vous apporter des informations par rapport à vos projets de développement et sur les thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc, nous attaquons aujourd'hui avec ce premier. Donc, ces petits déjeuners sont toujours co-organisés entre Alès Police, donc l'agence de développement économique d'Alès, et l'incubateur IMT INALES. Donc voilà, je vais d'ores et déjà laisser la parole à Muriel Durand de l'incubateur qui va nous introduire le petit déjeuner d'aujourd'hui. Juste quelques petits rappels pour le mode d'organisation. Donc on est sur un format webinaire. Donc, on va laisser l'intervenant nous présenter son sujet. N'hésitez pas à nous poser les questions qui vous intéressent via l'outil questions-réponses qui est proposé dans l'onglet de Zoom, sur lesquels vous pouvez nous poser toutes les questions et sur lesquelles nous demanderons à l'intervenant de répondre à l'issue de l'intervention. Voilà. Donc, bonne réunion. Et donc, Muriel, je te laisse introduire le sujet d'aujourd'hui. D'accord, merci. Donc, bonjour à tous, bienvenue et je vous présente également mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Bienvenue pour ce premier petit déjeuner de l'innovation de l'année 2021. Donc, effectivement, ce matin, on vous propose du coup une intervention sur la thématique des crédits d'impôt et dispositifs d'État donc sur cette année 2021. Et je remercie Monsieur de Montetti de Inextenso Innovation Croissance d'avoir accepté d'intervenir et de présenter cette thématique qui concerne du coup toutes les PME et startups qui sont dans l'innovation et qui investissent et ont des dépenses notamment dans tout ce qui concerne la recherche et développement. Et donc effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de questions et d'interactions sur ces thématiques du crédit d'impôt, notamment crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation et GEI. Donc merci encore d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Et donc, juste pour vous dire, par rapport au petit déjeuner d'innovation du mois prochain, donc qui aura lieu le mardi 2 février, le prochain petit déjeuner d'innovation donc aura lieu sur la thématique communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, sur sa thématique précise, voilà, donc sur le optimiser l'engagement sur les réseaux sociaux et comment sortir des sentiers battus. Vous pouvez dès à présent bloquer votre date également le mardi 2 février, toujours sur les mêmes horaires, 8h30, 10h. Et sinon, pour l'organisation du petit déjeuner de ce matin, vous allez tous recevoir via YouSign un mail pour vous permettre en fait de signer la feuille d'émargement, la feuille de présence du petit déjeuner de ce matin. Et dans la journée, vous recevrez également par mail un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes, à la fois pour signer la feuille d'émargement et à la fois nous retourner le questionnaire, ce serait sympathique de votre part. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon petit déjeuner et je vais laisser la parole à Monsieur de Montetti. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je souhaite aussi également une très bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Je remercie aussi du coup l'agence de développement Alès Mériapolis et l'IMT des Mines d'Alès pour cette invitation. C'est vraiment avec plaisir que je suis là aujourd'hui pour vous présenter justement ces thématiques crédit d'impôt et dispositifs d'État. Juste pour ajouter, la présentation vous sera envoyée à tous les participants. Donc, parfois, je vais aller un peu vite. C'est pas grave, vous aurez la présentation, j'imagine, dans la journée ou assez rapidement. Je souhaitais aussi très succinctement me présenter. Moi, je fais partie du cabinet Inextenso Innovation Croissance, donc sur l'agence de Montpellier. Nous sommes une filiale du groupe Inextenso, qui est un acteur majeur sur le marché de l'expertise comptable et de l'audit, que vous connaissez certainement. Et plus particulièrement, notre entité, elle accompagne les organisations innovantes dans leur transformation.
autour de trois expertises complémentaires, donc le management de l'innovation, au travers l'obtention de financements dilutifs, non dilutifs, comme le CIR, qu'on va voir ensemble, enfin CIR, CI, JUI, qu'on va voir aussi ensemble aujourd'hui. La veille technologique au travers de projets de scouting, de valorisation et de transfert de technologie. Et enfin, le développement durable, c'est assez actuel, avec une équipe dédiée sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, cette présentation, donc je l'ai construite autour donc, des différents leviers, revoir donc vraiment les dispositifs crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, mais aussi le statut de jeune entreprise innovante qui intéressera tout particulièrement les startups et jeunes entreprises. Ensuite, nous aborderons les actualités et les nouveautés. Principalement donc, sur les dispositifs CIR-CI, c'est là où il y a le plus de choses à dire. Et enfin, du coup, le calendrier et les procédures de contrôle. Donc, on va commencer par le crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, avec notamment le QQCC occupé. Donc, pour qui? Donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont pour toutes les sociétés à partir du moment où elles ont des dépenses de recherche ou d'innovation, à la différence que le crédit d'impôt innovation est essentiellement pour les PME au sens communautaire. Alors, c'est des dispositifs qui sont déclaratifs et il faut donc envoyer une déclaration. Donc, c'est la déclaration 2069A qui est envoyée en même temps que l'alias fiscal. Et ça permet donc l'obtention de 20 à 30% des dépenses exposées en réduction d'impôts. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est toujours important de revoir quelques chiffres clés au niveau du CIR. Donc, c'est des enquêtes qui sont réalisées annuellement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le crédit d'impôt, c'est un dispositif qui est relativement pérenne, puisque ça fait aujourd'hui 38 ans qu'il existe. C'est surtout un dispositif sur lequel beaucoup de PME, en tout cas, l'utilisent comme levier. Aujourd'hui, 82% des déclarants sont des PME. Donc voilà, c'est quand même important de le signaler. Bon, néanmoins, seulement 34% du montant du CIR accordé correspond du coup à une déclaration pour les PME. Le reste du CIR est principalement, je dirais, d'arriver par les grandes entreprises et ETI. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Avant tout, donc, on parle de dépenses de recherche, de dépenses d'innovation, et je dirais que le cœur du sujet aujourd'hui sur ces dispositifs, c'est le périmètre. Le périmètre technique, c'est tout d'abord identifier si le projet est éligible ou pas, en partie, en totalité. Et donc, pour ça, vous avez différents documents à votre disposition, notamment deux manuels qui sont le manuel de Frascati et le manuel d'Oslo, sur lequel donc s'appuie la définition des opérations de recherche et d'innovation. Donc ça, c'est important d'en avoir connaissance. Ensuite, vous avez le guide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est publié annuellement. C'est un guide. Il ne se substitue pas aux instructions fiscales et il est non opposable à l'administration. Néanmoins, pour beaucoup de points, c'est fortement conseillé de suivre les préconisations de ce guide, car souvent l'administration s'appuie sur ce document lors des contrôles et des demandes d'information. Et ensuite, bien sûr, c'est le BOFIP, qui est l'unique cadre légal sur lequel s'appuyer, qui précise la définition de la recherche, développement et d'innovation, et donc qui précise les critères d'éligibilité. Au niveau des activités, on va parler tout d'abord des activités crédit d'impôt recherche et JEI, parce que les deux dispositifs s'appuient sur les mêmes définitions. Et donc, il y a trois types de recherche aujourd'hui.
donc issu du manuel de Frascati. Donc, on a la recherche fondamentale qui vise à apporter des connaissances ou comprendre des phénomènes sans envisager une application particulière. Donc, on est très en amont. Ensuite, on a la recherche appliquée qui vise à discerner des applications possibles, des résultats d'une recherche donc, fondamentale ou trouver des solutions nouvelles pour atteindre un objectif. Et enfin, le développement expérimental qui a pour objectif de développer des nouveaux produits, procédés, services ou en améliorer substantiellement les performances. Une très grande partie du CIR aujourd'hui, des déclarations, portent sur le développement expérimental, notamment pour les industriels qui sont vraiment plutôt de ce côté-là. Et sur cet aspect-là, c'est l'aspect un peu plus gris, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus difficile à évaluer, c'est-à-dire l'éligibilité de ce développement expérimental. En effet, il faut pouvoir faire la part des choses entre le développement expérimental et le développement classique. Et donc, pour finalement distinguer les critères aujourd'hui qu'on peut mettre en avant, c'est, dans le cadre du développement expérimental, c'est la nouveauté technique et l'incertitude technique. C'est vraiment ce qui va vous permettre de distinguer le fait qu'on est sur un développement expérimental éligible dans le cadre de ces dispositifs. Et cette éligibilité, il faut pouvoir l'apprécier par rapport à un état de l'art. Donc, c'est vraiment l'état des connaissances référencées, universel, pas celui de votre société, mais vraiment celui existant au travers des bases de connaissances et de données existantes. Et donc, c'est là-dessus que vous allez pouvoir justement étudier la nouveauté technique et l'incertitude technique. Et ensuite, il y a bien sûr les travaux avec la démarche de R&D en lien avec ces incertitudes. Et donc, on est vraiment sur une démarche itérative et expérimentale, documentée sous forme de plan d'expérimentation. Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'identifier un développement expérimental éligible dans le cadre du CIR et du JUI. Au niveau du crédit d'impôt innovation, on n'est pas forcément sur les mêmes définitions. L'objectif est avant tout de concevoir un nouveau produit, donc, qui est un bien corporel ou incorporel, et qui va se distinguer, je dirais, des solutions existantes par des performances supérieures. Que ce soit en termes d'ergonomie, de fonctionnalité, des performances techniques, bien sûr, et d'éco-conception. Donc, c'est ce qui va vous permettre, en termes de critères, d'identifier si votre produit, qui doit être nouveau sur le marché, est éligible dans le cadre du dispositif crédit d'impôt innovation. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif sur les clés de l'analyse, crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, que vous pouvez utiliser justement dans le cadre d'analyse de l'un de vos projets. Ce qu'il faut vraiment retenir au niveau du critère principal, c'est que dans le cadre du crédit d'impôt recherche, le focus il va se faire sur la nouveauté technique par rapport à un état de l'art scientifique. Alors que dans le cadre du crédit d'impôt innovation, on va vraiment avoir une analyse sur la nouveauté sur le marché par rapport à un marché de référence. C'est vraiment ce qui va faire la différence au niveau de l'analyse. Ensuite, l'autre point important, c'est au niveau de la réussite. Autant pour le crédit d'impôt recherche, si les projets n'aboutissent pas ou s'avèrent être un échec, ils peuvent donc, bien sûr et très souvent font l'objet d'un crédit d'impôt recherche parce que justement en cas d'échec, on a eu justement on peut mesurer toute la difficulté du projet. Autant dans le cadre du crédit d'impôt innovation, les performances obtenues doivent être mesurables et mesurées. Et donc la réussite est requise dans le cadre du crédit d'impôt innovation. Donc, c'est vraiment les deux points qui font vraiment la différence entre ces deux dispositifs. En termes de dépenses, c'est relativement similaire entre les deux dispositifs. Ce qui est valorisable dans un premier temps, et c'est ce qui est le plus important souvent, c'est les dépenses de personnel, c'est le temps passé sur les projets, auxquels s'ajoutent les équipements. Alors, on n'est pas sur de l'achat d'équipements, on est bien sur de l'amortissement. Donc, c'est les immobilisations pour les équipements qui sont utilisés dans le cadre des projets.
auxquels on ajoute des frais de fonctionnement qui sont de 43%. Donc, c'est forfaitaire hein, donné par l'administration qui sont de 43% pour le personnel et de 75% pour la partie équipement. Ensuite, on ajoute donc tout ce qui est sous-traitance avec comme prérequis le fait que ce soit des sociétés qui aient reçu un agrément de la part de l'administration, donc pour tout ce qui est société privée, et ou en tout cas de la sous-traitance publique qui sera valorisable. Donc, si vous faites appel à une université, par exemple, ou un laboratoire de recherche publique, ça sera des dépenses qui seront éligibles. Ensuite, il faudra donc déduire tout ce qui est subvention, donc tout ce qui est subvention à l'innovation. Le principe est simple, hein, vous ne pouvez pas toucher 2 fois de l'argent public sur une même dépense. Donc, à partir du moment où vous avez reçu une subvention concernant un projet d'innovation, cette subvention sera à déduire dans le cadre de la valorisation et donc de l'évaluation de votre assiette des dépenses de R&D. Si c'est une avance remboursable, il faudra bien sûr la déduire et elle sera réintégrable au niveau des dépenses quand vous rembourserez cette avance remboursable. En autre poste des dépenses, on a tout ce qui est dépenses de brevets, de propriété intellectuelle. Donc ça, on l'a dans le cadre des 2 dispositifs. Et ce qui va changer, c'est qu'en plus, dans le cadre du CIR, on va avoir des dépenses de veille technologique et la participation à des réunions pour la normalisation. Aussi, la sous-traitance publique est uniquement prise en compte dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc, comme je vous ai dit, au niveau de l'évaluation du crédit d'impôt recherche, donc le crédit d'impôt recherche, on est sur quand même des projets un peu plus techniques et donc on a un taux un peu plus important de 30%. Et pour l'innovation, on est à 20%. Bien sûr, tout ce qui est dépenses de conseil, donc quand vous faites appel à un cabinet comme le nôtre, c'est encadré par l'administration et ces dépenses seront à déduire. Donc, ça dépendra souvent du type de contrat. Si vous êtes au succès, ça sera à déduire entièrement et au forfait, ça sera selon les montants. Donc, en termes de prise en charge des dépenses, là-dessus, ce qui est surtout important, c'est que la normalisation, les dépenses de propriété intellectuelle et de veille ne sont pas en lien direct avec les projets, alors que toutes les autres dépenses doivent être vraiment liées au projet que vous avez intégré au niveau de vos périmètres et que vous souhaitez valoriser. Donc, après avoir valorisé, déclaré votre crédit d'impôt, il faut aussi se préparer à pouvoir justifier du coup votre projet. Et donc, on a différentes règles au niveau du dossier qui sont assez importantes pour pouvoir bien sécuriser. Notamment, c'est d'avoir une sémantique donc, qui est appropriée, un style clair et fluide. Il faut pouvoir au maximum limiter le jargon technique pour pouvoir expliquer donc, clairement du coup, le projet et les verrous. Quand vous avez plusieurs projets, ne pas hésiter à avoir une rédaction donc, technologique. En regroupement, finalement, on ne parle pas des projets, du produit de la société, mais avant tout de verrous rencontrés. Et souvent, les verrous, ils sont transverses entre différents produits. Il faut que l'argumentation soit vraiment autour des critères d'éligibilité, donc sur tout ce qui est vraiment nouveauté, incertitude. Il faut qu'il y ait une cohérence avec la partie financière au niveau de la quantité des travaux. Le dossier n'est pas le même si vous avez un crédit d'impôt recherche de 10 000 € et de 100 000 €. Forcément, il faut pouvoir justifier 100 000 €, donc avec une quantité suffisante de travaux pour justifier le temps passé. L'état de l'art, c'est très important, il faut qu'il soit référencé, pertinent et étayé, donc en lien avec votre verrou. On n'est pas là sur vraiment quelque chose de large, il faut autant que possible être le plus pertinent et le plus ciblé par rapport à votre problématique. Adapter le contenu au type de projet, donc que ce soit crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. Ne pas mettre en avant des données économiques dans le cadre des projets parce que ce n'est pas vraiment le focus de ces dispositifs. Faire ressortir donc, les aspects pluriannuels du projet, donc si vous êtes sur un projet de 1 an, 2 ans, 3 ans.
Aussi, et ça c'est important, ne pas trop en dire. Souvent, on a tendance à vouloir trop en dire, mais on a rarement deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Donc voilà, il faut pouvoir aussi garder un peu des billes dans le cadre des échanges avec l'administration. Et comme on l'a vu au tout début, suivre le plan préconisé donc, par le MESRI dans son guide. Justement, ce plan, il a changé dernièrement, en 2018, où on avait un plan qui était objectif, contexte, état de l'art. Il a un peu changé. Donc, ce nouveau plan, il est décrit comme suit. Donc, on a tout d'abord l'opération de R&D dans l'activité de l'entreprise. Il faut vraiment mettre en avant les éléments de contexte industriel, technique, comprendre l'origine du projet. Ensuite, on a tout ce qui est indicateur de recherche. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui est remonté vraiment au deuxième paragraphe. Donc ça fait vraiment partie des points aujourd'hui les plus regardés. Donc ils sont vraiment mis en première ligne, ils sont à justifier. Donc c'est tout ce qui est prix d'innovation, brevets, obtention de brevets, conférences, publications par rapport au projet. Donc, c'est vraiment des choses à mettre en avant parce que ça va permettre tout de suite aux vérificateurs d'être rassurés par rapport du coup, à la robustesse déjà du projet. Après, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'indicateur que le projet sera non éligible pour autant. Mais voilà, si vous en avez, n'oubliez pas de les mettre. Ensuite, on a l'objet de l'opération de R&D. Donc, c'est vraiment ce paragraphe qui a le plus changé, puisque du coup, il regroupe finalement tout ce qui est état de l'art, objectif et verrou. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant plus la démarche d'identification de la problématique qui vous ont conduit à amorcer cette démarche de R&D. Un autre paragraphe qui est remonté, c'est la partie contribution scientifique et technique ou technologique, où il faut justement argumenter en quoi le savoir et le savoir-faire créé comportent un élément de nouveauté et de créativité, donc toujours en faisant référence à l'état de l'art. Quelles sont les nouvelles briques et de connaissances que votre projet et vos efforts ont permis d'apporter par rapport à cet état de l'art qui était incomplet du coup d'une certaine manière ou ne permettait pas de répondre à votre problématique en début de projet. Donc on a bien sûr toute la description de la démarche suivie et des travaux réalisés. Il faut au maximum pouvoir présenter le projet en termes de phase, d'itération. Et donc ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas et n'hésitez surtout pas à mettre justement les étapes qui n'ont pas, qui ont été un échec. On a souvent tendance à ne pas parler des échecs, alors que finalement, dans le cadre du crédit d'impôt recherche, c'est le plus important parce que c'est ce qui démontre la difficulté. Ensuite, on a les ressources humaines. C'est de plus en plus important de pouvoir inclure un tableau avec l'ensemble des ressources qui ont travaillé sur le projet et leur apport respectif. Et ensuite, tout ce qui est partenariat scientifique de recherche confié, notamment si vous faites appel à des sous-traitants, il faut pouvoir préciser le rôle de ces sous-traitants dans le cadre du projet. Donc, ce plan d'argumentaire, c'est celui qu'on vient de voir. Pour le crédit d'impôt recherche, pour le crédit d'impôt innovation, il est beaucoup plus simple. Je mettrai un point important sur l'état du marché, puisque c'est vraiment le canevas dans le cadre du crédit d'impôt innovation, où du coup, il faut pouvoir présenter le marché et les limites des produits existants sur du coup les performances identifiées. Donc voilà, là-dessus, n'hésitez pas à faire des tableaux comparatifs de performance par rapport à vos concurrents. C'est vraiment sur ce paragraphe que se joue l'éligibilité de votre projet. Ensuite, il faut pouvoir décrire les travaux qui ont été réalisés, toujours en lien avec les montants déclarés. Mais c'est vraiment sur l'état du marché que vous devez concentrer vos efforts. Donc voilà, pour crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, on a fait un peu le tour du sujet. On pourrait bien sûr aller plus dans le détail, notamment au niveau des dépenses, mais voilà, au niveau du timing aujourd'hui,
ça sera un peu court. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de la jeune entreprise de vente, parce que je pense que c'est aussi un sujet qui pourra vraiment vous intéresser. Donc, c'est un statut qui est pour toute PME, au sens communautaire, qui réalise des projets donc, de R&D, on est sur les mêmes définitions de la recherche que pour le crédit d'impôt recherche, et qui remplit à la clôture de l'exercice donc 4 critères. Il faut qu'elle soit jeune, donc moins de 8 ans, nouvelle, indépendante, avec un minimum de dépenses de R&D. Et donc, ce minimum de dépenses, c'est de 15%. C'est un statut qui peut se faire et obtenir par autoproclamation. On peut s'autoproclamer JUI parce qu'on respecte ces critères, mais on peut aussi faire valider via un rescrit, et donc ça c'est ce qui est vraiment conseillé, faire une demande de rescrit donc à l'administration, une demande d'avis pour valider le fait qu'on qualifie bien au statut JUI. Et donc, pourquoi? Parce que grâce à ce statut, la société va pouvoir avoir des exonérations, comme on va le voir par la suite, que ce soit au niveau fiscal, donc des réductions et des exonérations d'impôts, mais aussi social sur une exonération de charges patronales. Donc, les critères, je viens de vous les citer. Ce qui est important en plus, c'est que ces critères, ils doivent être remplis à chaque clôture d'exercice et cumulatif. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes JEI au tout début de votre activité que vous resterez JEI pendant les 8 ans d'éligibilité de ce statut-là. Ce statut, vous pouvez le perdre, notamment si, du coup, pendant les 8 ans, vous perdez l'autonomie, donc vous n'êtes plus PME par exemple au sens communautaire, et donc du coup vous ne qualifiez plus pour le JEI. Donc il existe aussi un cas particulier sur les jeunes entreprises universitaires, donc c'est une catégorie de JEI. Pour ce qui est surtout à signaler, c'est que les critères sont les mêmes, sauf pour les 15% de dépenses de R&D minimum qui sont remplacées par 3 conditions. Qui sont d'appartenir pour au moins 10% donc à des étudiants, avoir comme activité principale la valorisation des travaux de recherche, et ensuite avoir conclu une convention avec un établissement d'enseignement supérieur. Voilà, ça va être les petites différences par rapport à ce statut de jeune entreprise universitaire. Alors, je vous ai parlé succinctement des avantages de ce statut. Ils sont assez importants. Le premier, bon, c'est déjà assez immédiat. C'est que comme vous êtes JEI, vous êtes une PME. Et donc, le fait d'être PME, ça permet d'obtenir un remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est relativement important. Mais avant tout, ça permet d'avoir une exonération totale, puis à 50% de l'impôt sur les bénéfices, donc pour les premiers et seconds exercices bénéficiaires. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas forcément sur des exercices qui se suivent. C'est-à-dire que le premier exercice bénéficiaire, donc vous aurez votre exonération totale. Si l'année d'après, vous ne faites pas de bénéfice, il ne se passe rien. L'année d'après, vous refaites du bénéfice, vous avez le droit du coup aux 50% d'exonération sur votre seconde année. Donc ça, c'est souvent, on fait l'erreur, on pense que c'est que les 2 années consécutives, mais non. Ensuite, vous avez l'exonération sur les charges, donc tout ce qui est cotisation, maladie, invalidité, décès, vieillesse, allocation familiale, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, cette exonération, elle peut être pendant 8 ans si du coup, vous qualifiez au statut pendant toute la durée permise par le dispositif. Bon, c'est des exonérations qui restent plafonnées par personne et par salarié, mais qui restent relativement importantes et significatives dans les charges de l'entreprise. Par contre, pour pouvoir bénéficier en fait de cette exonération, ça va être pas sur l'ensemble du personnel de votre société, ça va être uniquement sur le personnel donc participant au projet de recherche
et il faut pouvoir à minima prouver qu'elle passe plus de 50% du temps à la R&D. Donc, comme vous l'avez compris, hein, les projets et donc le statut GUI est étroitement lié avec le crédit d'impôt recherche. Donc, il faut pouvoir s'assurer dans votre déclaration crédit d'impôt recherche qui est du coup associé annuellement à votre statut GUI que les personnes sur lesquelles vous avez pris en compte ces exonérations sont bien à plus de 50% sur vos projets de recherche que vous avez valorisés. Au niveau du contenu du dossier, donc pour l'instant, il est resté un peu sur l'ancienne trame qui était avant utilisée dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc, on le voit sur la partie projet de recherche. On a contexte, état de l'art, objectif, incertitude, travaux. Donc, on est sur cette ancienne présentation justement du projet de recherche qui est assez classique et maintenant relativement bien maîtrisé par les déclarants. Ce qui va être important, c'est que il y a toute une partie administrative et le fait qu'il faille bien présenter du coup l'entreprise, son activité en mettant en avant une plaquette, un organigramme fonctionnel et les statuts. Ne pas oublier de fournir pendant l'application tout ce qui est CV et diplôme pour le personnel de recherche, aussi tout ce qui est relatif au matériel dédié et les collaborations, prestations que vous avez ou que vous envisagez. Et ensuite, les indicateurs qui sont ceux précédemment cités sur les prix d'innovation, articles de presse, brevets et collaborations et mérites. À la suite de votre dépôt du rescrit, l'administration peut envoyer un courrier d'accord formel car l'ensemble des éléments prouvent que la société remplit les 5 critères. Donc la société est qualifiée de JEI et l'avis sur le projet est opposable à l'URSSAF et à l'administration pour le crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Vous pouvez aussi avoir un accord tacite. Donc, en fait, vous n'avez pas de réponse de l'administration dans le délai de 3 mois. Et donc, l'avis, donc la société est réputée JEI et l'avis est opposable à l'URSSAF. Mais voilà, vous n'avez pas eu d'accord formel. Et c'est toujours mieux d'avoir un accord formel. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir un rejet. Donc, l'administration ne reconnaît pas le statut de JEI car au moins un des critères n'est pas respecté ou le projet donc R&D est jugé non éligible par l'expert. Souvent, c'est le point qui fait défaut dans le cadre d'un rejet. On se trompe rarement sur les critères administratifs. Et dans ce cas-là, la société peut solliciter un second examen ou contester sous 2 mois. Donc là, on va passer rapidement. C'est une rapide synthèse des 3 dispositifs que je vous ai présentés. Donc voilà, je l'ai juste laissé dans la présentation. Comme ça, vous avez un récapitulatif sur ces dispositifs. Donc voici pour cette première partie donc sur les dispositifs crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et JEI. Assez succinct. On pourrait bien sûr avoir une vision beaucoup plus approfondie, notamment au niveau des dépenses, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir une bonne idée de ces dispositifs et vraiment des définitions qui sont importantes à maîtriser avant de s'engager dans ces démarches-là. Ensuite, je souhaite donc dans cette seconde partie vous faire part des nouveautés au niveau des évolutions, notamment de la loi des finances 2020 et du plan de loi de finances 2021, les dernières jurisprudences en date et bien sûr un petit point par rapport au contexte actuel. Donc, sur cette frise, vous avez du coup l'ensemble de l'historique du CIR et les principaux faits marquants. Donc, je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui est pérenne, mais qui évolue très fortement d'année en année, avec des grandes évolutions, comme en 2013 avec l'intégration du crédit d'impôt innovation, mais très souvent un certain nombre de rabots. On l'a vu, c'est presque 7 milliards d'euros
le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Donc forcément, l'administration essaye un peu de serrer un peu les vis sur certains postes de dépenses, comme en 2020 avec la baisse des frais de fonctionnement, on va le voir par la suite, et d'autres rabots très récents. Donc, on peut voir en 2020, on a eu une baisse des frais de fonctionnement, alors c'est assez peu significatif, qui était de 50% jusqu'alors. Donc, typiquement, pour 100 euros de dépenses de personnel valorisées, vous aviez le droit de valoriser, dans le cadre de vos dépenses, 150 euros. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, ce taux est passé à 43% à partir donc, des dépenses du 1er janvier 2020. Pas de changement sur le taux des frais de fonctionnement sur les amortissements, qui reste à 75%, et aussi pas de changement sur celui des jeunes docteurs. Par contre, voilà, ça représente une petite baisse à isopérimètre sur le personnel. Il y a eu aussi la prorogation du dispositif GUI jusqu'au 31 décembre 2022, donc c'est quand même important de le noter, qui risque vraisemblablement d'être poursuivi par la suite parce que c'est quand même un dispositif qui est très sollicité par les startups. Par contre, ce qui est à mettre en avant, c'est une mesure anti-abus sur la sous-traitance en cascade. Faut savoir que voilà, la sous-traitance, ça fait vraiment partie des points sur lesquels l'administration essaye petit à petit de vraiment cadrer et limiter les abus. Donc là, l'idée, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des déclarants qui faisaient appel à des prestataires, qui eux-mêmes faisaient appel à d'autres prestataires qui parfois n'étaient pas agréés. Donc finalement, les personnes qui réalisaient les travaux n'étaient pas agréées et pourtant les dépenses étaient valorisées dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc maintenant, il y a une mesure anti-abus là-dessus et il faut pouvoir vraiment vérifier l'éligibilité, enfin, je dirais qui fait les travaux et savoir si justement ces travaux, on va pouvoir les valoriser. Donc, typiquement, sur une prestation où du coup on a plusieurs intervenants, donc on peut avoir le prestataire de premier niveau qui agrée lui-même, il n'y a pas du tout de souci pour prendre ces dépenses-là sur ce montant de la prestation. Et ensuite, pour du coup, les prestations qui sont réalisées par un autre sous-traitant donc de second niveau, s'il a agréé lui-même, pas de souci, on va pouvoir le prendre en compte. S'il est public, on pourra le prendre en compte aussi, mais on n'aura pas le doublement du montant. Et s'il est non agréé, on ne pourra pas en prendre en compte la dépense. Pour avoir un doublement de la dépense avec un sous-traitant de second niveau, la seule possibilité, c'est que le premier niveau et le second niveau soient de la sous-traitance publique, c'est-à-dire une université qui fait appel à une autre université. Vous pourrez conserver le doublement de la dépense. Ensuite, en termes de nouveautés 2020, 2021, 2022, au niveau de la loi des finances, pas très favorable pour les déclarants, notamment avec la suppression du doublement de l'assiette des dépenses, dont je viens de parler, pour les organismes publics et assimilés, à partir du 1er janvier 2022. Alors ça, c'est quand même assez important en termes de modification. Donc, c'est a priori pour uniformiser le traitement de la sous-traitance, mais bon, ça va avoir un impact vraiment significatif. Il faut savoir que ce x2, ce doublement était vraiment en faveur du rapprochement public-privé au niveau de ces travaux-là. Et donc, on a tous été assez surpris, je dirais, par cette modification. Donc, à savoir qu'il y a un amendement qui a été envoyé pour que, en tout cas, cette fin du doublement ne soit qu'à partir de 2023. Donc, on est quand même en train de suivre vraiment de très près cette suppression. L'autre impact, c'est qu'on a un plafonnement au niveau des dépenses externes dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Vous ne pouvez pas ne faire appel que de la sous-traitance. Donc, c'est capé à 3 fois le montant des autres dépenses. Et jusqu'à présent, c'était hors sous-traitance publique qui était pris à part. Et là, a priori, la sous-traitance publique serait réintégrée dans justement cette évaluation des dépenses externes, donc ce qui est un impact encore complémentaire par rapport à cette modification.
Ensuite, sur les autres nouveautés, peut-être moins impactantes pour nous en Corse, où du coup, le recours de l'administration aux experts du MESRI dans le cadre de procédures de rescrit. En termes de jurisprudence marquante de l'année dernière, on a notamment celle sur la prestation analytique. Donc, c'est à savoir que c'est un grand débat. Donc, on est toujours sur la sous-traitance, la prestation. Pour considérer l'éligibilité de ce type d'études, vous faites appel à une société pour faire une mesure, somme toute très classique de mesure sur les composants d'un nouveau produit. Analyse somme toute classique. Est-ce que ces dépenses sont valorisables ou non? Et donc le Conseil d'État a mis fin un peu au débat en juillet 2020 et donc confirme l'éligibilité de ces dépenses. Donc même si pris isolément, on n'est pas sur des dépenses de R&D, mais voilà, on va pouvoir les prendre en compte dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Et ça fait du bien parce que avec du coup l'administration, il y a beaucoup d'échanges et souvent ces dépenses-là sont rejetées alors même que le cadre légal le permet. Il y a une petite, je dirais, précision là-dessus, c'est qu'il faut que en fait ces prestations, lorsqu'on fait appel, elles soient finalement nécessaires dans le sens où la société ne dispose pas en fait des moyens et des ressources pour réaliser elle-même ces prestations. Si c'est le cas, l'administration va quand même rejeter ce type de prestations. Par contre, si vous le faites en interne, vous pourrez intégrer ces dépenses dans le cadre des dépenses éligibles. Concernant la sous-traitance encore, au niveau, justement, là, ça concerne donc tout ce qui est prestataire agréé. Donc, si vous avez fait la démarche pour être agréé crédit d'impôt recherche, vous avez la possibilité de déclarer en interne du CIR. Ce qui se faisait avant, c'était que vous aviez l'obligation de déduire tout ce qui était facture, justement dans le cadre de votre prestation pour vos clients. Aujourd'hui, je dirais le scope a changé et donc vous ne devez plus que déclarer les projets réalisés en interne, ce qui est beaucoup plus simple pour, je dirais, tout le monde. Donc vraiment, focalisez-vous sur vos projets internes en excluant par défaut l'ensemble des travaux qui sont réalisés pour le compte de vos clients, sauf peut-être pour le cadre de clients étrangers qui, eux, ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt recherche et donc qui vous permettent, vous, de déclarer ces dépenses dans le cadre de votre crédit d'impôt recherche. Ensuite, on a l'impact des mesures de chômage partiel. Forcément, j'imagine que peut-être beaucoup d'entre vous, l'année dernière, ont eu recours à ces mesures. Et donc, elles ont forcément un impact au niveau de l'évaluation de votre crédit d'impôt recherche. Bon, l'impact, il est direct et tout à fait légitime. C'est qu'il faut exclure les heures chômées et les des heures travaillées, ainsi que les rémunérations correspondantes qui ne sont pas considérées comme des rémunérations éligibles dans le cadre du dispositif. Concernant les heures chômées, le ratio R&D, donc c'est temps R&D sur temps travaillé, ne devrait pas être modifié. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'effort de recherche, lui, ne va pas changer. Et comme c'est cet effort de recherche qui est pris en compte par rapport à la rémunération, donc on devrait avoir, la baisse mécanique, c'est juste le temps qui n'est pas passé par du coup, les équipes de recherche sur les projets, du fait qu'elles n'étaient pas du coup au bureau pour travailler sur ces projets-là. Il y a un cas particulier qui est important concernant les jeunes docteurs, si vous en avez. C'est que donc, le statut de jeune docteur, en rapide rappel, si vous faites
appelle un doctorant, donc, et vous engagez un doctorant après sa thèse en premier CDI, donc ça c'est un critère important, il peut être qualifié de jeune docteur, et dans ce cas-là, sa rémunération sera prise en compte pour le double de son montant, donc c'est très intéressant. On l'a vu tout à l'heure au niveau des différents postes des dépenses, finalement, la rémunération est quasiment couverte par le crédit d'impôt recherche. Et donc, ce statut de jeune docteur, vous pouvez en disposer pendant 24 mois. Et donc, si votre jeune docteur a été en chômage partiel pendant une durée déterminée, de 1 mois, 2 mois, vous ne perdez pas du coup cette période-là au niveau de votre statut. Vous pourrez décaler la période de suspension du contrat sur votre période de 24 mois. Donc voilà, si vous avez perdu 2 mois, vous pourrez les rajouter et les récupérer à la suite des 2 ans. C'est quand même important parce que l'avantage lié au jeune docteur est vraiment significatif dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc voici pour les différentes actualités dont je souhaitais vous faire part. Donc comme on l'a vu, elles sont très fortement liées aux dépenses de sous-traitance, mais pas que. Et donc il faut avoir toujours en fait je dirais un regard sur ces évolutions, hein, qui, notamment au niveau des jurisprudences, qui arrivent un peu chaque année et qui permettent vraiment de pouvoir optimiser et sécuriser sa déclaration de crédit d'impôt recherche. Donc, c'est vraiment voilà, des points importants à prendre en compte. On va entamer du coup la troisième et dernière partie sur du coup le calendrier et procédure de contrôle. Le calendrier fiscal, bon, il est très important. Au niveau des échéances déclaratives, donc je passais un peu rapidement dans la première partie, au niveau du crédit d'impôt recherche, donc il est à 4 mois et demi, je dirais, après la clôture. Donc si vous clôturez au 31/12, donc c'est à mi-mai pour voilà, toutes vos déclarations. Ce sont les mêmes échéances que le dépôt de l'alias fiscal. Vous pouvez bien sûr faire un dépôt plus tôt dans l'année. C'est tout à fait possible. Et donc, il est de 3 mois et demi après la clôture si l'exercice est décalé. Donc, à savoir que peut-être que cette année, il y aura une possible extension des délais en raison du Covid-19, comme en 2020. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est possible. L'année dernière, ça avait été décalé à fin juin, du fait des difficultés rencontrées. Donc voilà, n'oubliez pas ces dates-là. Ça veut dire qu'on est quand même déjà bien avancé au niveau de l'année. Je dirais qu'il faudrait avoir à ce niveau-là de l'année déjà avoir une idée du périmètre éligible et être en ordre de marche pour pouvoir commencer à chiffrer et à collecter les informations pour pouvoir justifier tant sur la partie technique que sur la partie financière avec l'ensemble des pièces administratives et comptables pour vos dossiers. En termes de rétroactive rectificative, alors ça, c'est des points très importants parce que souvent sont omis par du coup les déclarants. C'est qu'il est tout à fait possible de revenir sur des CIR précédents parce que vous avez oublié de prendre en compte un projet, parce que vous n'avez tout simplement pas déclaré de CIR parce que vous ne connaissiez pas les dispositifs. Donc, il est tout à fait possible d'envoyer des déclarations rectificatives sur les CIR, donc N-3 par rapport à l'année en cours. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on peut toujours rectifier le CIR de 2018, de 2019 et bien sûr de 2020 à partir du moment où il sera déclaré. Attention, pour les CIR antérieurs, on rouvre le délai de prescription parce que du coup, comme on le voit, l'administration a la possibilité de venir contrôler vos déclarations. On est sur un dispositif, comme je vous l'ai dit, déclaratif. Par contre, l'administration, comme on va le voir par la suite, a la possibilité de mener un contrôle fiscal et elle va pouvoir le mener sur le CIR les 4 années précédentes.
Donc au 31/12/2021, le CIR 2017 sera prescrit. Là, on vient tout juste de finir la prescription du CIR 2016. Donc voilà, si vous aviez des crédits d'impôt recherche pour 2016, du coup, sur ces crédits d'impôt recherche, l'administration n'aura plus la possibilité de pouvoir revenir dessus. Donc, vous pouvez archiver ces dossiers et vous reconcentrer sur 2017 si vos dossiers sont à consolider. Alors, je suis passé un peu vite sur cette autre partie, sur la partie remboursement. Donc, que ce soit pour le crédit d'impôt innovation ou le crédit d'impôt recherche, si vous êtes une PME, vous avez la possibilité de demander donc un remboursement immédiat de votre crédit d'impôt. La procédure classique, c'est une déduction au niveau des impôts. Donc, à partir du moment où vous êtes bénéficiaire, le crédit d'impôt viendra en déduction directement de votre impôt. Si votre crédit d'impôt recherche est supérieur à ce crédit-là, le reliquat sera reporté d'année en année jusqu'à 3 ans et vous sera remboursé ensuite. Par contre, si vous êtes une PME, ce reliquat, vous pourrez en faire une demande de remboursement et si vous n'êtes pas bénéficiaire, vous pourrez faire la demande de remboursement de la totalité de votre crédit d'impôt. Donc, cette procédure, c'est une procédure contentieuse. Le délai, il est de 6 mois à partir de la date d'envoi de la demande de remboursement. Donc, c'est à partir du moment où vous déposez votre liasse fiscale avec notamment le CERFA 2573. Ça, c'est important parce que si vous avez je dirais des difficultés au niveau de la trésorerie, plus finalement vous clôturez votre bilan tôt et plus vous êtes en mesure d'envoyer votre déclaration tôt, plus vous aurez du coup la possibilité de recevoir votre remboursement relativement tôt aussi dans l'année. Donc, n'attendez pas forcément les échéances du 15 mai pour envoyer l'ensemble de votre dossier. Si vous êtes prêt avant, n'hésitez pas à tout envoyer. Ça a été le cas notamment, on a pu le voir en 2020. Il y a eu aussi pas mal de mesures prises par le gouvernement pour accélérer ces demandes de remboursement. Et clairement, les sociétés qui avaient été un peu proactives sur ces sujets-là ont reçu leur remboursement très tôt par rapport à la crise sanitaire et des difficultés rencontrées. Par contre, à partir du moment où vous envoyez votre dossier, vous avez tout à fait la possibilité de recevoir une demande d'information, comme on le verra par la suite. Et donc, du coup, il faut être prêt à pouvoir y répondre. C'est-à-dire que si vous envoyez votre déclaration, assurez-vous que vous êtes à minima en mesure de pouvoir dégainer relativement rapidement l'ensemble de votre dossier de sécurisation, que ce soit sur la partie technique que sur la partie financière. Sur la partie rescrit CIR-CI, alors ça, j'en ai pas parlé, donc on va peut-être d'abord parler du JEI. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une demande d'avis à l'administration donc sur l'éligibilité du statut et il est à déposer avant la date d'échéance du dépôt de la liasse fiscale. Donc, pour les clôtures au 31/12, donc c'est avant début mai. Et la réponse est de 3 mois. Sinon, l'avis est réputé favorable, accord tacite, comme on l'a vu. Nous, ce qu'on préconise, c'est quand même de l'envoyer au plus tôt, parce que là, on parle d'exonération donc là, actuellement sur 2020, qui ont déjà, pour la plupart, été mis en place ou sur lequel vous pouvez faire une demande rétroactive. Le délai de réponse est quand même de 3 mois, donc il faudrait pouvoir en tout cas demander et envoyer vos rescrits assez tôt dans l'année. Normalement, on préconise même avant la fin de l'année, mais là, janvier, février, pour être sûr qu'au niveau du dépôt de la liasse fiscale, vous puissiez avoir cette réponse et cet accord de l'administration. C'est tout à fait possible aussi dans le cadre du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, de faire ces mêmes demandes de rescrit. C'est moins utilisé que le dispositif de rescrit JEI, mais c'est tout à fait possible. Et ensuite, je vous ai juste fait un rappel pour la partie agrément qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Donc, c'est les sociétés qui souhaitent être agréées au crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation pour que leurs prestations
puissent être prises en compte pour leurs clients dans leur propre CIR. Donc, le délai de traitement est de 6 mois. Et ce qui est important, c'est que dans le cadre d'une première demande, il faut pouvoir envoyer votre dossier de demande d'agrément avant fin mars. Donc, c'est dans pas longtemps, c'est dans 3 mois. Donc, il faut pouvoir travailler rapidement dessus. Pour le renouvellement, c'est déjà trop tard, puisque c'était au 30 novembre. Mais bon, il est tout à fait possible, si vous avez raté l'échéance, de faire une nouvelle demande à fin mars. Dans le cadre du crédit d'impôt innovation, c'est trop tard pour 2020, mais pour 2021, vous pouvez envoyer du coup vos demandes avant le 30 septembre de cette année pour faire votre demande de dossier d'agrément crédit d'impôt innovation. Je vous ai parlé des différentes procédures de contrôle. Je voulais juste revenir sur les deux types de procédures que vous allez et que vous allez très certainement rencontrer dans le cadre de vos démarches. Tout d'abord, la demande d'information, qui est un contrôle sur pièce diligenté par l'administration fiscale après le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt recherche. Donc, c'est la procédure qui permet à l'administration de s'assurer du bien fondé du CIR déclaré en lui fournissant du coup l'ensemble des pièces justificatives, que ce soit le dossier administratif et dossier scientifique. Et c'est ce qui permet souvent de débloquer votre créance si vous êtes PME et si vous en avez fait la demande. Donc, à l'issue de la période d'examen des pièces, l'administration fiscale émettra un avis favorable ou défavorable avec la demande de prise en compte du CIR dans les comptes de l'entreprise. En cas d'avis négatif, vous avez tout à fait la possibilité de saisir directement le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du courrier de refus. Il y a bien sûr la possibilité de saisir la médiation des entreprises en cas de litige avec l'administration sur tel type, sur certaines dépenses. Donc, en cas d'erreur manifeste de l'administration fiscale sur l'appréciation de l'éligibilité des dépenses, vous pouvez aussi faire un recours hiérarchique pour ces dépenses-là. On en arrive rarement jusque-là, mais ça peut arriver. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir vraiment sécuriser au maximum l'ensemble des dépenses que vous avez valorisées pour pouvoir rassurer en tout cas l'administration au niveau de votre dossier. Et à partir du moment où l'administrateur est relativement rassuré sur le dossier, il n'y a pas trop de problématiques. Après, il y a toujours certaines petites dépenses qui font débat. On a vu les prestations analytiques qui peuvent poser problème et sur lesquelles il peut y avoir un ensemble de discussions avec l'administration pour valider l'éligibilité. Ensuite, vous pouvez être confronté à un contrôle fiscal qui peut être diligenté par l'administration sur les CIR non prescrits, comme on l'a vu précédemment. Alors, ce contrôle, il est rarement spécifique au CIR. C'est souvent un contrôle fiscal global de la société qui est réalisé sur plusieurs années. Souvent, on est sur 3 exercices. Et dans ce cadre-là, l'administration va vérifier l'ensemble des comptes de la société, et notamment le crédit d'impôt recherche. Ce qui est vraiment important, c'est que même si la déclaration de CIR a fait l'objet d'une demande d'information, que vous avez reçu votre remboursement, que vous avez eu des questions qui ont fait l'objet d'une validation et d'un déblocage de votre créance, c'est tout à fait possible d'avoir en plus un contrôle fiscal avec une nouvelle étude de votre dossier. Ça, c'est important. Après, globalement, c'est tout à fait possible de mettre en avant le fait que vous avez une demande d'information, que vous avez déjà répondu à certains éléments. Et puis, souvent, ça permet au vérificateur de passer sur un autre aspect du contrôle. Mais vous n'êtes pas non plus à l'abri d'un nouveau contrôle sur votre demande et déclaration de crédit d'impôt recherche. Souvent, la partie demande d'information et les questions, elles vont être plutôt d'un point de vue administratif, comptable, au niveau des postes de dépenses. Donc, dans ce cas de contrôle fiscal, c'est possible finalement que vous ayez une étude plus spécifique sur votre dossier technique. Donc, comme on le voit au niveau du déroulement, on a
tout d'abord l'avis de vérification de la comptabilité. Ensuite, il y a les travaux de contrôle qui sont sur les montants de CIR et les dépenses. Et ensuite, c'est tout à fait possible que, du coup, dans le cadre du contrôle, il y ait une expertise technique qui soit mandatée pour, du coup, votre dossier de recherche et d'innovation. Donc, au niveau de cette expertise qui peut être mandatée par la D2RT, l'objectif de l'expert scientifique qui est indépendant, qui est mandaté, il a deux objectifs. Il doit s'assurer que le projet de R&D décrit dans le dossier technique correspond bien à la R&D et donc aux critères du crédit d'impôt recherche. Donc, c'est toute l'importance au niveau du dossier d'avoir bien mis en avant ces éléments-là. Et il doit déterminer si les travaux entrepris sont en cohérence avec les ressources et moyens alloués à la réalisation du projet. Donc, on en discutait, c'était que votre dossier soit dimensionné en fonction des dépenses que vous avez valorisées. Et on ne dimensionne pas un dossier d'un crédit d'impôt recherche de 1 million de la même manière qu'un crédit d'impôt recherche de 10 000, 100 000 euros. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une certaine cohérence pour prouver et justifier les montants déclarés, que ce soit en termes de ressources ou d'équipements utilisés. Dans le cadre du crédit d'impôt innovation, là, vous aurez affaire plutôt à un chargé d'affaires de la directe en cas de contrôle. Donc, à l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification pourra être faite, totale ou partielle, sur lequel vous aurez la possibilité, encore une fois, de répondre dans des délais impartis. Et en fonction de cette réponse, il pourra être le crédit d'impôt recherche pourra être mis en totalité ou partiellement ou pas du tout en recouvrement. Il pourra avoir la saisine du comité consultatif du CIR et la saisine des tribunaux si vraiment on est sur un litige particulier avec l'administration. Encore une fois, on est vraiment sur des cas spécifiques, mais c'est ceux qui font aussi l'actualité, les jurisprudences. Les jurisprudences qu'on a vues, c'est parce que des sociétés sont allées jusqu'aux tribunaux pour faire valoir leurs droits sur des dépenses qu'elles ont toujours jugées légitimes. Et c'est pour ça que le dispositif évolue. Les bonnes pratiques, et on finira par ce slide-là, en cas d'un contrôle fiscal ou d'une DI, vraiment garder à l'esprit que ce qui est principalement regardé, c'est l'éligibilité technique des projets. Et donc vraiment d'avoir un focus sur l'état de l'art, les nouveautés, les incertitudes et les travaux réalisés, l'état du marché dans le cadre du crédit d'impôt innovation, comme j'ai pu vous le dire. L'autre focus, c'est la sous-traitance, puisque c'est de plus en plus regardé et encadré par l'administration. Et donc, il ne suffit pas de présenter la preuve d'agrément de votre sous-traitant pour dire que les travaux sont éligibles et peuvent être pris en compte. Non, il faut pouvoir justifier comment ces dépenses s'inscrivent dans vos travaux et comment elles sont utiles à votre projet de recherche. Et comme on l'a vu pour la prestation analytique, être en mesure de prouver que vous n'aviez pas les ressources en interne pour pouvoir réaliser ces travaux. L'éligibilité du personnel aussi, c'est très important, vraiment au niveau de la qualification et des diplômes, même si c'est pas et plus nécessaire d'avoir forcément un diplôme pour être éligible dans le cadre du dispositif, c'est quand même fortement, ça permet fortement de sécuriser la déclaration. Mais si vous n'avez pas ces éléments-là, ou vous êtes sur des qualifications ou des postes de type technico-commerciaux, il est vraiment très important d'apporter la preuve et de pouvoir justifier quels ont été les apports techniques de ces personnes-là dans le projet. Et ça, vraiment, l'intégrer directement à votre dossier technique, c'est vraiment important parce que c'est vraiment là-dessus que l'administration a tendance à assez simplement, je dirais, effacer une partie du crédit d'impôt demandé en supprimant certaines personnes de la déclaration en jugeant qu'elles ne sont pas qualifiées pour mener à bien des travaux de recherche. Donc, c'est vraiment prouver cette implication de ces personnes-là et leur apport dans les projets qui fera la différence. Ensuite, quelques règles à respecter. Donc,
Quand vous avez un contrôle, ne répondez pas trop vite, hein. Vous avez déjà un peu de temps pour répondre. Prenez ce temps-là pour bien définir la stratégie de défense en amont du contrôle, revoir les documents et si possible, renforcer le dossier technique, hein, c'est toujours bon s'il n'a pas été encore transmis. Toujours respecter donc, le formalisme demandé en apportant une attention particulière à la présentation de la société, de son organisation et des principales thématiques scientifiques. On est un peu sur la partie indicateur, mais d'un point de vue société, rassurer sur les capacités de la société à mener des travaux de recherche, présenter le labo si vous en avez un, les équipements, enfin voilà, toute l'organisation technique derrière vos projets. Ne répondre qu'à leurs demandes. Encore une fois, ça ne sert à rien de trop en dire. Ça vous posera plus des problèmes parce que vous allez avoir d'autres questions. Donc, vraiment, restez focalisé uniquement sur les demandes spécifiques. Ne pas divulguer au cours du débat oral et contradictoire toute l'argumentation de défense. Parce que du coup, si vous avez d'autres questions par la suite, du coup, vous n'aurez pas forcément la possibilité de pouvoir continuer à échanger. Donc, toujours garder quelques billes dans ces différentes discussions. Et enfin, ne pas hésiter à transiger dès lors que certains projets ou dépenses ne sont visiblement pas ou plus éligibles. Voilà, ça ne sert à rien de s'accrocher surtout. Et des fois, lâcher un peu de lest, ça permet de débloquer la situation et, je dirais, de finir le contrôle de manière un peu plus souple. Sachant, et ça c'est important et on oublie, qu'il est toujours possible de déposer des déclarations rectificatives au cours d'un contrôle fiscal. C'est-à-dire que pendant l'étude et pendant les discussions, si vous vous rendez compte que vous avez oublié des dépenses, c'est aussi la possibilité pour vous de dire bon, on a bien compris que sur certains projets, on n'était pas éligible. Par contre, on a oublié de prendre en compte les équipements ou cette sous-traitance dans le cadre de ce projet-là et on souhaiterait le rajouter. Et ça, c'est tout à fait possible et tout à fait accepté par l'administration. Et souvent, ça permet parfois de rééquilibrer votre assiette de dépenses pour ne pas avoir un remboursement trop élevé de votre crédit d'impôt recherche. Donc, toujours important de se dire, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose cette année-là? Donc voilà pour cette petite présentation, assez quand même intense en termes de contenu. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et que, voilà, en tout cas, le contenu aura été intéressant pour l'ensemble des participants. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'a semblé très, très, très claire, effectivement, qui apporte un certain nombre d'informations qui, je pense, sont très utiles pour nos porteurs de projets et entreprises. Ce que je peux vous proposer pour les personnes qui auraient des questions, n'hésitez pas à nous profitez-en pour les poser. Donc, Antoine de Montetis fera un plaisir d'essayer de vous y répondre. Donc, vous avez l'outil questions-réponses ou le chat pour nous poser les questions. Donc, allez-y et voilà, si on peut essayer de vous apporter des réponses à vos questionnements, ce sera avec grand plaisir. Du coup, moi, je vais peut-être amorcer juste avec la première question par rapport à ce que vous nous avez présenté, effectivement, notamment par rapport au statut JEI qui va concerner un certain nombre de nos entreprises. Donc, j'ai bien compris effectivement que le statut était valable un an, mais était valable, mais devait être renouvelé en fonction des évolutions de la société, donc il n'était pas forcément garanti de le maintenir. Ce qui signifie qu'il est utile de demander un rescrit chaque année, du coup, pour ce statut. Alors, idéalement, il faudrait demander un rescrit chaque année si on voulait complètement sécuriser et avoir un avis opposable à l'administration. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on fait une seule demande de rescrit pour déjà valider en fait plus c'est plus les aspects techniques qu'on va valider. On va prouver que voilà, il y a eu une expertise du dossier pour confirmer que la société mène bien des travaux de recherche éligibles au sens des définitions de la R&D. Et ensuite, je dirais qu'on garde ce rescrit-là sur les 8 ans pour pouvoir justifier de son statut. Encore une fois, c'est un avis d'éligibilité.
Aujourd'hui, c'est déclaratif. À partir du moment où vous êtes sur les mêmes travaux, il n'y a pas lieu de renvoyer un nouveau rescrit. Par contre, on pourra vous demander de rejustifier, par exemple, dans le cadre d'un contrôle URSSAF, que vous êtes bien encore JEI. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser peut-être votre dossier crédit d'impôt recherche pour pouvoir faire une réponse et pouvoir argumenter que vous faites toujours les mêmes types de travaux, qui sont toujours éligibles, que vous respectez encore tous les critères. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, je n'en vois pas arriver. La présentation a dû être claire. Sinon, j'espère ne pas avoir perdu tout le monde. Non, je pense qu'effectivement, la présentation a dû être très claire. Ou il y aura peut-être des questions qui viendront a posteriori, qui nous seront posées a posteriori ou à vous en direct, effectivement. Donc, de toute façon, ce qu'on avait proposé, effectivement, c'est d'envoyer aux participants les éléments de présentation. On communiquera également vos coordonnées si peut-être des gens... Voilà, bah, je les rajouterai sur cette slide-là. Tout à fait. Comme ça permettra éventuellement aux gens de vous recontacter en direct s'il y a des questions peut-être plus pointues ou voilà, où besoin d'aller plus loin avec un accompagnement aussi, puisque c'est le principe qu'on a bien compris, c'est que c'est parfois très utile de se faire accompagner dans le cadre des montages de dossiers, notamment sur la partie crédit d'impôt, pour pouvoir éviter derrière un contrôle et surtout un redressement fiscal s'il y a des choses, si les choses sont mal faites, effectivement. C'est ça. Voilà, sachant que voilà, en fait, le cadre, il est assez simple et de toute façon, les questions, elles ne portent généralement pas sur ce cadre simple, mais surtout sur des cas particuliers. Et c'est là-dessus où il y a plus de discussions. On a toujours des cas un peu spécifiques. Hein. Chaque société a ses cas particuliers. C'est là-dessus que voilà, il y a des questionnements qui peuvent arriver par la suite. Et donc là-dessus, voilà, il n'y a pas du tout de souci pour poser ces questions-là par la suite, sur lesquelles je ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Muriel, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais voilà, mais écoutez, on transmettra effectivement votre présentation. On n'hésitera pas de... Ah, alors attendez, peut-être une... On voit quelqu'un qui ne sait pas, je pense, qui va arriver. C'est un remerciement pour la présentation. Un des participants. Donc, de toute façon, effectivement, donc, on vous transmettra les supports de présentation et par la suite, on reviendra vers vous. À revenir vers vous, effectivement. Donc, je réponds à la question de M. Oumir. Nous vous transmettrons les coordonnées d'Antoine de Montetti avec l'envoi de la présentation. Donc, comme ça, vous pourrez le contacter en direct par la suite. Très bien. Ben donc, merci beaucoup. Encore un grand merci. Et puis, au plaisir. Donc, pour les participants, nous vous envoyons tous les éléments. Nous vous enverrons les invitations pour nos prochains webinaires. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question que vous pourriez avoir. Encore merci beaucoup, Monsieur de Montetti. Merci à vous pour cette invitation. Et puis une bonne fin de journée et une bonne semaine à tous. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.